Bonjour, aujourd'hui on va tester une batterie au lithium fer phosphate et cette vidéo est sponsorisée par PowerQueen. C'est leur batterie qu'on va tester. Alors quand je dis sponsorisé, c'est qu'ils m'ont offert la batterie et puis il y a un lien pour pouvoir acheter des batteries chez eux avec des remises. Donc cette batterie est une 100 Ah 12 volts, c'est écrit dessus, il n'y a pas de souci. Et donc je vais tester de toutes les manières que je connais et en mes possessions pour voir la qualité de cette batterie. On va tester ensemble via un protocole que j'ai mis en place, qui est relativement simple en soi, mais qui nécessite des mesures régulières pour faire des courbes. Je vais le tester sur ma planche technique avec un onduleur chargeur, et puis je vais mesurer les différentes tensions, les watts, les puissances. Je vais le faire pour cette batterie. Je vais faire une courbe, et ensuite je vais faire d'autres épisodes avec d'autres technologies de batterie. Ce format-là, je le reprendrai à chaque fois que j'aurai une nouvelle batterie que j'aurai envie de tester. Bon, alors j'ai reçu cette batterie avec toutes les notices. Donc je vais vous montrer les notices. Alors c'est vrai que c'est une batterie qui est relativement légère. Et il y a une petite pochette comme ça, dans laquelle il y a toutes les informations, enfin en tout cas suffisamment d'informations. Elle est en allemand et en France et en anglais, pardon, elle n'est pas en français. Donc elle est en double donc. On a ce petit synopsis qui permet de voir grossièrement les choses à faire et à ne pas faire. On n'est pas obligé de comprendre ce qui est écrit. Globalement, ça nous dit qu'il faut la recharger avant de l'utiliser, qu'il ne faut pas la mettre en court-circuit. Il ne faut pas hésiter à isoler les cosses lorsqu'on les utilise. Ici, on nous dit qu'il ne faut pas inverser les polarités, qu'il ne faut pas brancher avec d'autres types de batteries en série ou en parallèle, enfin, a priori en série ici. Ça peut supporter tous ces appareils-là avec les puissances. Ici, on nous dit qu'il ne faut pas la mettre à l'envers. Alors, je vois pas pourquoi, mais bon... c'est peut-être pour éviter que les cosses se cassent, parce qu'à l'intérieur c'est du lithium, on le met dans le sens qu'on veut. C'est vrai que ça évite que les éléments ils appuient sur la carte électronique, mais de toute façon ils sont tenus à l'intérieur. Mais pourquoi pas. Qu'il faut la recharger tous les 3 mois, donc je suppose qu'elle a une autodécharge assez importante, parce que j'ai remarqué que sur notamment les pylons tech, sur la plupart des batteries que j'ai au lithium, eh ben, elle se décharge quand même de manière importante, non pas en tant que cellule, mais en tant que carte BMS. J'ai une autre batterie que je vais me servir pour tester en comparaison avec celle-là, j'ai un protocole de test, qui a une petite carte BMS de base, hein. Et ben, si je laisse la batterie 3 mois, même s'il n'y a rien de branché dessus, eh ben, elle va se décharger. Et mon contrôleur de batterie va rien voir, il ne va pas comptabiliser la décharge, parce que du coup, la carte BMS n'est pas elle-même comptabilisée dans le contrôleur de batterie. Donc en fait, elle s'auto-décharge toute seule avec sa carte électronique. Donc suivant la carte électronique que vous avez, elle est plus ou moins performante et plus ou moins autodéchargeante, je ne sais pas si on peut dire ça. Notamment chez Pilontech, si on laisse allumer, donc le petit bouton 1 et le petit bouton rouge, si la carte est allumée, bah, en moins de 3 semaines, la batterie est déchargée. C'est dommage. Donc ça veut dire que le BMS consomme beaucoup. J'ai remarqué ça chez Solax aussi, j'ai remarqué ça chez d'autres. Ici, j'en sais rien. Je me dis, je vais peut-être le mesurer. On nous dit qu'il ne faut pas l'ouvrir, trop tard. Et on nous dit qu'il ne faut pas la faire brûler ou la mettre dans l'eau, très bien. Il y a une petite notice comme ça. Alors, je la trouve bien, je la trouve plutôt bien expliquée. Ça nous dit ce qu'on a acheté, la taille de la batterie. Enfin, à mon avis, ça, on le sait avant de l'avoir acheté. C'est peut-être pas la peine de le... Au moins, c'est expliqué là. Ça nous dit comment mettre les bornes, qu'il faut recharger avec un chargeur, c'est ce que j'ai fait. Ça nous donne les caractéristiques de la batterie, donc les ampères-heures, la tension de charge, comment on peut la décharger, la recharger, la capacité qu'il y a dedans, comment est-ce qu'elle supporte les différentes décharges de stockage et tout. Ça nous donne la résistance interne, inférieure à 40 milliohms. Ça me paraît déjà élevé, hein, 40 milliohms, mais admettons. Les courbes de charge, donc ça nous permet de voir qu'en fait on est à courant constant et après à tension constante. Donc en fait il n'y a que 2 phases. On peut comparer avec les batteries plomb qu'il y a là, ils mettent le comparatif qui permettent de voir la différence. Donc ça veut dire que le régulateur solaire, si on en a un, il ne faudra pas utiliser le mode floating. Enfin, moi je conseille de l'utiliser quand même, mais de le mettre vachement bas en fait. À partir du moment où la batterie ne descend pas en dessous d'une certaine tension, c'est pas la peine de relancer une charge et les charger. Ça explique avec quel genre de panneau solaire on peut brancher, un certain nombre d'informations intéressantes. Alors ça va pas jusqu'au bout de l'explication, donc les tableaux faut quand même les interpréter, il faut bien lire en anglais, mais ça permet de voir un peu qu'il faut pas dépasser les 15 volts. On a ici un état de charge, vu qu'il n'y a pas de contrôleur batterie pour le pourcentage, il nous donne une comparaison entre la capacité restante et puis la tension de la batterie, attention à vide, et on voit que c'est pas linéaire. Là on augmente de 0,1 volt en voltage, mais ça augmente pas de 10% à chaque fois, la capacité. Donc on passe de 0, 1, 10, 20, 30, 40, 70, 90, 99, 100. Pour le plomb, c'est un peu pareil aussi, mais au niveau du lithium, comme la tension est beaucoup plus stable pendant une très longue période, on a un plateau de tension, c'est-à-dire qu'on n'a pas une chute linéaire. Et bien effectivement, c'est pas évident de connaître le pourcentage tant qu'on n'est pas au-dessus d'une certaine tension.
Mais c'est bien, ils mettent le tableau, ça permet d'avoir une référence. Ça ne veut pas dire que c'est juste pour toutes les batteries, mais pour cette technologie, c'est censé être ça. Ça nous parle du nombre de batteries qu'on peut mettre en série, donc en l'occurrence 4, pour ne pas dépasser les 48 volts. C'est rapport à la tension que peut supporter le BMS, parce que quand on les met en série, chaque BMS, quand il y en a un des 4 qui coupe, BMS se met en sécurité, elle a une tension à ses bornes qui peut être très élevée, puisqu'on a plusieurs batteries en série. On a des générateurs de courant, on a tout un tas de choses. Au-delà d'une certaine tension, il est plus garanti ou il n'est plus performant. Ils expliquaient maximum 80 volts, et les 80 volts, on peut les atteindre en 48 volts avec certains systèmes. Donc c'est pour ça qu'ils préconisent 4 batteries en série, pas plus. Sinon, il faut changer de BMS, ou il ne faut pas acheter le monobloc, il faut acheter autre chose. Pareil pour les batteries en parallèle, ils ne veulent pas en mettre trop, donc autant acheter des batteries plus grosses, en fait, au bout d'un moment, ça sert à rien de les mettre en parallèle. C'est vraiment si on veut acheter petit à petit. Donc là, comment on les câble, on met des gants, on fait attention. Ils donnent plusieurs conseils, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Comment la charger, comment vérifier dans quel état elle est, dans un fonctionnement de type cyclique. Alors c'est vrai que cette batterie, elle est surtout adaptée au fait qu'on la charge, on l'utilise, puis on la recharge. Donc il y a une coupure entre les deux en fait. Soit elle tombe à l'arrêt et c'est elle qui se déconnecte du système, soit elle est juste déchargée et il faut la débrancher et la recharger quelque part. C'est un peu son usage principal, c'est comme ça qu'elle est vendue en fait, qu'elle est prévue, puisqu'elle a un BMS intégré qui est susceptible de faire un blackout. Soit on s'arrange pour que tout notre système coupe avant que la batterie coupe, soit on l'accepte et puis il y a des coupures et puis voilà, il faut relancer. Une fois qu'elle est coupée, la batterie, une fois qu'elle s'est arrêtée, elle est censée remonter toute seule en tension et se remettre en marche. Sauf que quand elle fait ça, s'il y a des choses de brancher dessus, elle va recouper encore et à un moment donné, elle ne se remettra plus en marche. Il y a un risque de détérioration de la batterie. Donc ils préconisent de lui faire un petit choc, de la brancher avec une autre source d'énergie. Alors certains chargeurs le font, soit en parallèle d'une autre batterie, soit avec un petit panneau solaire, qui ait une présence tension en borne pour que le BMS relance le système. Il faut le faire assez rapidement si c'est arrivé, s'il y a eu une décharge profonde, exactement comme les batteries plomb. Sinon la batterie peut ne plus jamais redémarrer. Et comme elle n'est pas ouvrable facilement, on peut perdre les cellules au bout d'un moment. Bon voilà, c'est une notice qui est pas mal, ils disent bien que ça ne supporte pas au-dessus de 70 degrés. C'est les mêmes caractéristiques que pour la plupart des batteries lithium. Ils annoncent un cyclage, je ne dirais pas élevé, ils partent du principe qu'il peut y avoir 4000 cycles, entre 1500 et 4000 cycles, c'est raisonnable. On peut dire qu'ils n'ont pas non plus triché là-dessus. Moi, l'usage que j'en aurais, ce serait plus des batteries qu'on mettrait dans un camping-car, dans la caravane, éventuellement tout ce qui est clôture électrique, parce que c'est vrai que c'est assez léger. Les petits usages. Pour l'autonomie d'une maison, sur leur site, on voit qu'ils parlent de l'autonomie de la maison et tout, je ne prendrais pas celle-là. Je prendrais une plus grosse. Je prendrais les racks en 48 volts. Je prendrais autre chose, quelque chose de bien puissant, parce que là, c'est quand même 1,2 kWh, 1280, mais concrètement, on la décharge jamais à 100%. Je vais la tester, je vais montrer, je vais essayer de voir les différentes performances. Au départ, j'hésitais à ouvrir la batterie parce que c'est vraiment pas recommandé. Et puis, j'ai regardé sur le site internet de Queen Power et en fait, ils montrent l'intérieur de la batterie déjà. Et je me suis dit, si c'était pas la même chose, éventuellement j'en parlerai, mais je suis pas censé le montrer. Là, comme c'est exactement la même chose, je vais vous montrer, mais pas en détail parce qu'il y a peut-être des références à ne pas avoir. Alors moi j'ai fait avec une Dremel, j'ai fait très attention. Ça m'a permis de voir l'intérieur de la batterie. Alors ma première remarque, c'est un grand BMS, c'est une grande carte BMS qui a l'air de très bonne qualité. Je suis un petit peu surpris par le fait qu'il y a 3 fils de coupure pour le moins, au lieu de un seul. Je suppose que chacun supporte 30 ampères. De toute façon, ils sont branchés sur les mêmes MOSFET. Ça a l'air plutôt bien refroidi. Les sections de câbles ont l'air plutôt correctes. Un petit peu faiblard quand même, mais la batterie, on ne va pas s'en servir en 100 ampères en permanence, donc on est quand même sur de la grosse section. Je remarque que les modules sont plus petits que le boîtier, et je ne sais pas pourquoi du coup ils ont utilisé un boîtier aussi grand, peut-être pour le confort de câblage, mais ils auraient pu promouvoir le fait que la batterie est plus petite. Alors je pense qu'ils ont pris un format 100 ampères. En fait, ils se sont basés, à mon avis, sur le format 100 ampères plomb pour que ça rentre à l'emplacement de la 100 ampères habituelle. Mais c'est un tout petit peu dommage parce qu'ils partent un petit peu, pas à l'opposé, mais ils biaisent un peu le côté ça prend moins de place. C'est dommage. C'est pas si grave parce que ça fait un truc anti-choc. C'est vraiment, il y a des mousses anti-choc dedans. C'est pas que c'est fragile au niveau choc, mais bon, voilà. Les cellules sont à l'horizontale, c'est très bien. Elles sont présoudées en usine. C'est des cellules prismatiques, c'est-à-dire c'est des grands éléments de 3,2 volts. Les voyant aussi petits, je me suis demandé si c'était du 100 ampères, mais a priori oui. On en trouve d'autres sur AliExpress. Alors c'est vrai que quand on va chercher soi-même sur AliExpress, le coût il a l'air plus faible que la batterie en entier. C'est l'assemblage, c'est la main d'œuvre. Le coffre a l'air d'être le même que la plupart des autres concurrents, entre guillemets, les EcoWatt, les Ultramatron, tous les autres concurrents. Je ne sais pas si c'est la même chose, les étiquettes ressemblent, je ne sais pas si ça vient de la même usine, c'est pas non plus super clair. Ça va, en ouvrant, je suis relativement satisfait. Donc maintenant, je vais la refermer et puis je vais pouvoir la tester. Commençons par un testeur batterie que j'ai déjà utilisé dans la vidéo de l'éolienne de Jean.
Alors il y en a plusieurs, celui-là c'est un modèle un petit peu bas de gamme mais qui me suffit en termes de mesure et en tout cas la plupart des mesures que j'ai dessus sont plutôt bonnes. Ça va me permettre de considérer que la batterie est une batterie de démarrage, même si c'est pas le cas. Ça va me donner sa résistance interne, son courant maximum théorique, comme si c'était une batterie de démarrage, ainsi que sa tension et 2-3 autres, disons l'état de santé vraiment très théorique de la batterie. Ça permet de la comparer à une batterie plomb, tout simplement, dans son test. Donc ça prend quelques secondes, voilà. Alors il me dit qu'on est à 13,37 volts, c'est vrai. Qu'il y a une résistance interne de 14,65 milliohms, c'est correct, ça pourrait être plus faible. Inférieur à 40 milliohms. Que le courant maximal de cette batterie est de 224 ampères théorique, eux ils la donnent pour 280. Donc le même test sans le BMS, c'est-à-dire en direct sur les cellules, pour voir si c'est le BMS qui crée ce problème de résistance interne. Donc là sans le BMS on a 2,2 milliohms, ce qui est mieux, et un courant bien supérieur, on est à 1473 ampères, qui n'a rien à voir avec les 220 de tout à l'heure. Donc le fait de passer par le BMS, ça bride vachement pour ce test. Donc cette batterie ne peut pas être, une fois fermée, elle ne peut pas être testée par un testeur standard. Donc là, en testant les cellules en direct, on a un bien meilleur relevé, ce qui est positif pour moi. Bon, ça veut dire que le BMS bride le système, ce qui est normal, hein, forcément. Donc voilà mon banc de test, ça va être avec cette installation-là. Donc c'est un onduleur chargeur Studer XPC compact qui fait 1400 voltampères pendant 30 minutes, mais 1100 en nominal, ça fait à peu près 800 watts. Donc j'ai toutes les protections, sectionneur, contrôleur batterie. Et j'utilise le contrôleur batterie Victron, le BMW 700, et c'est lui que je vais paramétrer tout de suite. Alors là, j'ai déjà branché la batterie, je n'ai pas fermé le sectionneur, donc le contrôleur s'allume, mais pas le reste. Qu'est-ce que je vois d'affiché dans la notice? Je vois que le voltage de charge est à 14,4 plus ou moins 0,2 volts. Alors ça tombe bien, parce que c'est aussi la charge qui est paramétrée dans la plupart des chargeurs au plomb. Il faut juste s'assurer de ne pas faire d'égalisation. Alors moi, mon égalisation, elle est sur on, donc je l'enlève. Voilà, j'ai un petit bouton chez Studer qui permet toc, de l'enlever. Donc il va charger normalement. Je vais pouvoir contrôler qu'il charge bien, c'est-à-dire qu'il ne monte pas trop haut quand même, parce que 14,4 c'est censé être suffisant. Mais des fois ça monte un peu plus haut. Alors le BMS est censé protéger, mais bon, je vais vérifier. Donc moi, ma tension de fin de charge au niveau du contrôleur batterie, je vais la mettre légèrement en dessous, 14,3, et puis je vais y mettre un courant de queue, c'est-à-dire le courant de fin de charge très très faible. Et on me dit que on charge à 20 ampères. Donc exactement comme sur une batterie plomb, 20%, charge recommandée, et à mon avis c'est décharge recommandée aussi. Là on est bien sur des 100 ampères maximum, hein, c'est la capacité maximale de 100 ampères. On nous dit que par impulsion on peut faire 280 ampères, bon bah ça me va. Ça correspond, c'est légèrement plus que mon sectionneur batterie et mon fusible, je ne sais plus combien j'ai mis. Et j'ai un fusible 100 ampères dessus, donc ça protège bien, et il supporte les à-coups. Donc pour le paramétrage, donc je vais y mettre une capacité de 100 ampères-heure. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais en tout cas je mets 100 ampères-heure. Je lui dis qu'on a notre seuil de fin de charge qui va être à 14,3, que son courant est à 1% de sa capacité, qu'il faut ça pendant 3 minutes. Donc le coefficient de Puckert, on le met sur 1, c'est recommandé, parce que les batteries comme ça sont à un rendement d'à peu près 97%, donc on a très peu de gains d'énergie dans le temps. Donc moi je vais lui mettre un rendement de charge. Alors par précaution je ne vais pas mettre 97, je vais mettre 95, c'est ce qu'on met aussi pour les pilons tech. En gros, c'est-à-dire que le contrôleur batterie va compter un peu moins vite que l'énergie réelle qui rentre dans la batterie et il s'initialisera à la fin. C'est-à-dire que c'est pas la peine qu'ils nous mettent trop de courant, trop d'énergie dans la batterie s'il n'y a pas besoin. Je vais lui rentrer des alarmes aussi parce qu'on me dit qu'il ne faut pas qu'elle soit trop basse la batterie. L'alarme, il faut la régler à 11,6, exactement comme la batterie plomb. Low voltage, allons-y, 11,6. On peut mettre plus, hein. Voilà, clear low voltage, donc on va mettre 12,6 tant qu'à faire. Et puis high voltage, on me dit qu'il ne faut pas que ça dépasse 15, donc allons-y. 15, c'est-à-dire qu'entre 14,6 et 15... Alors on peut mettre, moi je vais mettre 14,9 parce que 15 c'est le BMS qui considère 15, donc j'aimerais bien avoir l'alarme un peu avant. Et voilà, et on nous dit que le courant de queue est de 2 ampères, mais moi j'ai mis 1 ampère parce que je veux être plus contraignant. Tiens, on a 0,13 ampères, 2 watts qui rentrent dans la batterie, c'est pas logique. On a un problème là. Donc c'est l'occasion de montrer la mise à 0. C'est pas normal qu'il nous compte 0,13 ampères. Il n'y a rien qui se passe sur l'installation. Donc on va aller faire la mise à 0.
c'est le paramètre 9, 0, oui chef. Voilà, 0, donc normalement, hop, il affiche 0 ampères, 0 watts. Je mets sous tension, moins 26 watts, moins 3 watts, moins 4 watts, c'est la consommation de notre onduleur là, 13,36. Je vais l'allumer. On va avoir une consommation qui va monter. Voilà, bon il est en veille, il attend. Et je vais lui dire, vas-y, tu charges avec le réseau. Donc on y va. Donc là il est en train de détecter le réseau. Je sais pas si on le voit, voilà, il s'est enclenché sur le réseau. Il va se mettre à charger. Il va falloir que je le règle, pas qu'il dépasse 20 ampères. Voilà, on est à 3 à 4 ampères. Donc là il est réglé sur 100%, donc je vais mettre la moitié déjà. Et puis après, une fois que je serai sûr qu'elle sera à 100%, on va faire un test de décharge. Alors, le chargeur de l'onduleur n'arrivait pas à charger suffisamment, je l'ai quand même passé en égalisation. C'est vrai que ces onduleurs-là, c'est l'ancienne génération, on ne peut pas vraiment les régler, on ne peut pas régler les seuils. C'est tout fait en interne. Maintenant, avec les extenders, on n'a plus ce problème-là. Donc là, j'ai mis en égalisation, je ne sais pas s'il va monter très très haut. Je contrôle, j'ai mis les alarmes de toute façon. Là, on est à 13,83 pour une charge à 19 ampères. Donc là, ça va très bien. Première remarque que j'ai, c'est que ce qu'on m'avait donné comme tension au début, ça me donnait à peu près, on va dire 95% de batterie. Mais ça, je suis à 20 ampères de charge depuis une bonne demi-heure déjà. J'ai dépassé les 10% de charge et je suis pas prêt de monter à 14,6. Donc la tension était un peu plus élevée que prévu. Alors je m'attends à ce qu'elle monte très très vite à la fin. Je la laisse en charge, là ça va bientôt être faire 20% que je charge. Donc je laisse charger, voir si j'y arrive. Une fois que j'aurai vraiment bien chargé la batterie, je pourrai commencer les tests de décharge. J'ai pris un radiateur électrique ici pour faire une décharge forte ponctuelle, parce que je vais quand même respecter les préconisations constructeurs, puis les préconisations normales qui est de décharger au moins en 2 heures la batterie, peut-être plus. Je vais essayer de rester quand même dans des choses raisonnables pour voir si la capacité est là, si on a une coupure, qu'est-ce qui se passe. Je vais être obligé de surveiller bien sûr, puisque mon onduleur qui est ici coupe très très tard. Donc je vais me baser sur l'alarme, les alarmes que j'ai paramétrées. Alors, quel est le risque ici? C'est qu'à chaque fois que j'utilise une batterie de ce genre, qui a donc un BMS intégré non communicant, qui s'occupe de couper le courant et non pas de communiquer ou de commander quelque chose. C'est le cas de la plupart des batteries lithium, et ça je le déplore énormément, même les gens qui fabriquent eux-mêmes les caissons. La batterie ne communique pas, la batterie n'a pas d'interrupteur en contact sec. Même le modèle Smart, elle ne communique pas, elle a un petit voyant là. Alors certaines doivent pouvoir le faire, on doit pouvoir les adapter, on doit pouvoir faire plein de choses, mais en tout cas, d'origine, elle ne le fait pas. Parce que l'idée, ce serait de dire, on coupe la décharge. On ne coupe pas nécessairement la charge, ou alors on coupe la charge quand il y a un problème de charge, et on coupe la décharge quand il y a un problème de décharge. Mais on ne coupe pas le courant, parce que le problème, c'est que si on fait une coupure de courant, d'une part, notre contrôleur batterie se réinitialise, prochain redémarrage, il va afficher 100%, donc il va se tromper de 100%. Et le régulateur solaire risque de cramer, puisqu'il est toujours alimenté par les panneaux solaires. Il peut s'éteindre, s'allumer, au niveau des redémarrages, il va y avoir un plantage de la ROM, enfin de la mémoire interne. C'est pas parce que la batterie est éteinte que l'onduleur s'éteint. Il suffit qu'il y ait assez de soleil, ça maintient en charge. Donc on a des situations bizarres. On peut se retrouver dans une situation où la batterie s'éteint, ça coupe l'onduleur, mais l'onduleur redémarre parce que le panneau solaire est suffisant, avec des yo-yo. Ça risque d'être une panne à rallonge, vous pouvez cramer des appareils. C'est à mon avis pas la bonne solution. Si vous utilisez ces batteries dans ce cadre-là, mettez absolument des alarmes, respectez-les. Éventuellement, si vous avez un onduleur Victron, paramétrez-le avec une tension supérieure à la tension de coupure de la batterie pour être sûr qu'il coupe avant. De même pour le régulateur solaire, mettez-lui des petites sécurités pour éviter que ça ne déconnecte, le système ne se déconnecte en cas de surtension. Voilà, une fois que vous avez respecté les paramètres, normalement, la plupart du temps, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas à l'abri d'un blackout. La batterie est finie de charger, elle est montée à un petit peu plus que 14,6, parfois presque 15, donc il y a eu des déconnexions de la part de l'onduleur, je n'ai pas entendu d'alarme quelconque, donc je pense pas que ce soit le BMS qui se soit déconnecté. J'étais à côté, j'entendais clac-clac, mais ça n'a pas l'air d'être le BMS, je pense que c'est vraiment l'onduleur qui s'est arrêté. Là, elle est chargée, donc on est à 13,62, c'est la tension légèrement au-dessus des 100% d'après le manuel, avec une petite consommation de 4 watts. Donc je vais la laisser reposer comme ça pendant la nuit, je vais faire des tests demain.
La batterie est à 13 volts 33, ce qui est un petit peu faible par rapport à sa capacité annoncée. Je n'ai aucune information, en tout cas de ce fabricant, sur l'influence de la température. Il fait 8 degrés. Je le connais, l'influence de la température, mais a priori, ils n'en tiennent compte qu'à l'intérieur du BMS, et nous, on ne va pas vraiment en tenir compte. Ce sera une petite tolérance par-ci par-là. Là, l'idée, c'est qu'on est dans une situation à peu près standard de camping-car en hiver, à peu près, et on souhaite la décharger pour le petit-déj, pour la journée. Donc j'ai installé un wattmètre et j'ai branché un chargeur de batterie qui est sur ma remorque solaire qui de mémoire doit faire un peu plus de 300 watts, 300-400 watts. Et donc on va voir, alors l'onduleur est parfaitement capable de le faire, donc on va voir combien de temps dure la décharge. La consommation devrait être un peu stable puisque ma batterie est plutôt déchargée là-bas. Et on va voir ce qu'on a comme capacité avec cette décharge-là. Après je la recharge et je ferai avec le radiateur. Donc on met déjà sous tension, on allume l'onduleur et on lance la décharge. Tac. 30, 60, 150 watts, 300, 350, 370, à peu près presque 380 watts, et normalement ça se stabilise ici. Ici on annonce 455 watts de consommé, qui est le rendement de l'onduleur entre temps. Ça nous fait une consommation de 35 ampères, on devrait durer à peine 3 heures. J'en profite pour vous donner une information technique qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo, le rendement des appareils. Donc là, on part de la batterie, on consomme 488 watts dans la batterie pour produire du 230 volts. Ce 230 volts est utilisé à hauteur de 398 watts, donc ça fait que l'onduleur a un rendement de 82%. Et ensuite, le chargeur batterie, qui est un chargeur CTEC qui est ici, qui charge le parc batterie directement sur son contrôleur et qui envoie 330 watts dans les batteries. Donc ça fait un rendement de 83%. Pourquoi un rendement aussi faible des deux? Alors le chargeur c'est normal, en règle générale pour atteindre 95% c'est à certains moments de la charge, malgré que ce soit un chargeur électronique. La plupart des chargeurs ont un rendement encore plus faible. L'onduleur lui il a un très bon rendement à 80% de sa puissance. Là on n'y est pas, on est à 400 watts. Donc plus la puissance est faible, moins bon est le rendement. Ici, si on cumule les deux rendements, on se retrouve à 68%. Donc on perd 32% de l'énergie de la batterie en chargeant une autre batterie. Donc vous voyez, on ne peut pas faire un cycle perpétuel, par exemple, pour ceux qui se poseraient la question. Parce qu'il faudrait encore retransformer en 230 volts, ce qu'on va faire après, pour remettre dans le chargeur et remettre dans la batterie. Voilà, c'était un aparté. Voilà, alors nous avons une alarme sur l'onduleur. Il est midi. On a 10,2 volts dans la batterie, donc ça descend pas mal. 97,5 ampères-heure de consommé. Nous sommes à 2,5%. Donc on est quand même pas mal déchargé. Hein. La coupure max se fait à 9,2 volts. Donc là on a une chute très très rapide. 98 ampères-heure. Je vais couper moi-même, sinon je vais perdre les statistiques. La tension est en train de remonter. On est descendu à 9,5 je crois. 2,4%, donc on n'a pas réussi à enlever 100% de la batterie. Il est midi, pile poil, c'est ça. Donc ça fait à peine 3 heures. J'étais à presque 39 ampères. J'ai oscillé entre 34 et 39 ampères pour 96,5 ampères-heure, je crois. 98,1, presque 100%. On a effectivement une décharge quasi complète. Je suis à 1,9%. Il ne reste plus que 1,9% dans la batterie. Ce que j'ai constaté, c'est que la batterie échauffe. Alors j'ai regardé à l'intérieur, elle est à 30 degrés, le BMS produit de la chaleur, c'est normal, et les éléments chauffent aussi. On a commencé à 6 degrés Celsius, et là on est à 30 et quelques. On était à 22 il y a à peu près une heure. Donc là on décharge, pas tout à fait rapide, à 39 ampères, on reste dans les statistiques de la batterie. On a réussi quand même à décharger 98% de la batterie. En sortie d'onduleur, on a consommé 1020 Wh. Donc avec le rendement de l'onduleur. Et en courant continu, j'ai sorti 1225 Wh, à peu près 1226. Le rendement de mon onduleur est de 83,2%. Ce qui fait qu'il me manque quand même quelques ampères-heure. À peu près, il me manque 54 Wh par rapport à ce qui est marqué sur la batterie. J'en ai profité pour calculer les pertes dans le BMS, parce que le BMS occasionne une chute de tension et des pertes. Je suis arrivé à 4,9 Wh. C'est le minimum ça, parce que quand même ça chauffe à l'intérieur, donc il y a bien des pertes au niveau de la batterie. Vu que le rendement était estimé à 97%, on est cohérent. Donc ça veut dire que de toute façon, il y a 3% qui ne sont pas vraiment exploitables sur la batterie, même si eux disent qu'on peut décharger à 100%, puisqu'on a déchargé 98% de la capacité. Ça reste cohérent, mais ça veut dire bien entendu qu'on ne peut pas décharger 100% sans abîmer la batterie, sans un blackout. Alors là, je suis quand même descendu vachement bas, 9,5 volts, avant que ça coupe. Donc d'une part, c'est un peu rassurant, sachant qu'on a le droit de descendre à 9,2
avant coupure. Normalement, tous les autres équipements onduleurs sont coupés à cette tension-là. Donc le côté blackout est peu probable en l'état, sauf si, bien sûr, la batterie reste déchargée longtemps. Il n'y a rien qui recharge, au bout d'un moment, ça va couper. Je vais la recharger. Je vais faire une deuxième décharge, mais bien plus rapide. Donc la recharge de la batterie se passe bien, à nouveau à 20 ampères. Tout à l'heure, je vais faire un test de décharge avec le radiateur électrique pour faire une décharge rapide. Et je ferai une charge rapide à 45 ampères après. Sur la notice, c'est marqué qu'on peut la recharger à 50 ampères. Bon, moi je vais faire 45 parce que mon chargeur fait 45. Et puis on verra ce que ça donne. Alors je fais toutes les notes, je vais pas tout filmer, puis à la fin je ferai des courbes. Bon, après la première charge complète de la batterie à environ 20 ampères, je suis maintenant à 13 volts 59, ce qui est bien, c'est au-dessus des 100%, enfin c'est affiché 100%. Je remarque que mon réglage de BMS est bien en fait, il n'affiche pas 100%, 96,5, mais il se serait synchronisé si j'avais laissé un tout petit peu plus longtemps la charge. Je suis arrivé à 100% par rapport aux paramètres de constructeur. Mais je voulais pas qu'il m'affiche 100%, je voulais qu'il me garde les valeurs le temps que je mesure. J'ai mis un rendement de 95% dedans en termes d'ampères, le rendement des ampères, c'est-à-dire le nombre d'ampères qui compte réellement par rapport à ceux qu'il voit passer. J'aurais mieux fait de régler à 99%. J'ai mis 95, c'est un peu bas. Vaut mieux être pessimiste. Il nous affiche des pourcentages un peu plus faibles, puisque de toute façon, comme il va se synchroniser en fin de charge, une fois que la charge est vraiment bien faite jusqu'au bout, ça pose pas de problème, il va finir par se rattraper. Là où il y a un écart qui peut se créer, c'est si on la charge jamais jusqu'au bout, on aura toujours 3-4% qui vont se perdre, parce que là on est à 3% et demi. Donc c'est une histoire de réglage. Alors si vous voulez être parfait, vous mettez 99. Là j'ai besoin de lancer une décharge. L'idée c'est que je synchronise à 100%, parce que sinon je ne vais pas pouvoir mesurer correctement. Je synchronise manuellement, voilà. Comme ça il m'affiche 100% pour pouvoir repartir sur une décharge. Et là je vais faire le test avec le radiateur électrique. Donc là j'ai lancé une charge à 895 watts. En 230 volts. Sur la batterie, je suis tombé à 12,47 volts pour 86 ampères de consommation. Donc on est un peu en dessous des 100 ampères en continu annoncés par la notice. Je préfère, je ne vais pas m'aligner pile poil parce que je sais qu'il chauffe déjà à 35 ampères. Je vais rester dans les caractéristiques. Je suis à 1,07 kg, puis on est déjà à 97%. Voilà, je lance le test, je fais un point dans 1 heure. Donc nous voilà 1 heure à peu près, 1 heure et 8 minutes plus tard, l'ensemble s'est déconnecté tout seul. J'ai pas eu d'alarme tension basse, j'ai pas eu d'alarme onduleur. Ça a chuté en tension au niveau de l'alternatif, 197 volts, enfin tout s'est chuté petit à petit. Je suis pas certain que la batterie se soit déconnectée de manière radicale, peut-être en progressif, je ne sais pas. Ça chauffe, on perd de la tension. On a réussi à décharger à 99%, donc on est à 1% de batterie. Donc au niveau quantité d'énergie, en tout cas quantité d'ampères, on est bon. Et donc on va voir tout ça sur la courbe. Là je crois que je suis monté à plus de 50 degrés au niveau des connecteurs et du refroidissement. Les sections de câbles ont bien morflé. J'ai aussi remarqué des chutes de tension au niveau du BMS entre chaque élément et donc chaque petit bout de câble, parce qu'il n'y a que 15 mm² de section de câble. Et dans une des vidéos précédentes, j'ai fait l'expérience avec les différents millimètres carrés. J'expliquais que 3 ampères par millimètre carré, c'était déjà quelque chose de correct, mais il ne fallait pas non plus dépasser, il ne fallait pas que ça chauffe trop non plus. Et là, si on fait 3 ampères par millimètre carré, ça fait 30-40 ampères, quoi. Donc effectivement, à 86 ampères ou 100 ampères, voire même 125 ampères, parce que le constructeur me disait qu'on pouvait monter à 125, ça me paraît beaucoup par rapport à toutes les pertes qu'on peut avoir. C'est évident qu'il ne faut pas exploiter la batterie sous ce courant-là de manière continue, comme marqué dans la notice. Il faut plutôt que ce soit très ponctuel. Les autres pertes, il y en a encore d'autres des pertes, mais qui sont liées à l'installation elle-même, au sectionneur batterie, au fusible, au câble. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Globalement, j'ai 25 millivolts pour le sectionneur, 50 millivolts, entre 25 et 50 millivolts pour le fusible. Enfin, à chaque fois, comme j'en parlais dans mes vidéos précédentes, il y a des chutes de tension un petit peu partout, c'est normal, même avec du 50 mm². Mais il faut éviter d'en avoir trop. L'échauffement en interne des câbles est donc monté à 53 degrés, c'est quand même important. Moi, j'aurais été à la place du constructeur, j'aurais mis des sections plus fortes, forcément, évidemment. Voilà, c'est un point noir du système. Bon la recherche s'est bien passée. Alors il y a eu une coupure à la fin, ça a carrément arrêté la charge un petit peu prématurément, un peu avant la charge d'avant. Le courant était plus fort, je suppose que ça a coupé plus vite. Donc ça reste, faut quand même faire attention à la coupure. 14,2 c'est bien.
14,2 en charge c'est bien, au-delà ça risque de déconnecter. Bon, on va voir les courbes maintenant. Donc j'ai tout noté là, j'ai rechargé la batterie de manière assez forte, à environ une quarantaine d'ampères. Alors il faut savoir qu'eux ils conseillent 50 ampères maximum, donc 40 ampères c'était la capacité de mon onduleur, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc au bout de 2h30 c'était chargé, le courant a réduit à la fin dès que la tension a monté, donc c'est très bien, mais globalement j'ai pas fait de manip particulière, j'ai laissé le chargeur aller jusqu'au bout à 14,4. Très rapidement on est arrivé à 95,8% et la batterie ne voulait plus. Il y avait moins d'1 ampère qui rentrait dans la batterie, moins de 2 ampères, pardon, et donc c'était chargé, quoi. Rien à redire là-dessus, ça s'est très bien passé. Il y avait toutefois une chute de tension à nouveau de 60 mV dans le BMS. Le courant était un peu plus faible qu'à 86 ampères, donc soit 6 Wh de perte, puisque la durée était plus courte, donc on a eu un peu moins de perte. Intéressons-nous maintenant aux différents rendements de charge et décharge de la batterie. Ça va être un chouïa compliqué, j'ai essayé de faire un schéma. Donc les 4 étapes que j'ai eues, c'est l'état initial de 100%, que j'ai eu en rechargeant initialement la batterie, ça vous ne l'avez pas vu dans la vidéo. Ensuite, j'ai eu une première décharge jusqu'à 1,9%, j'ai rechargé jusqu'à 100%, et j'ai eu une décharge jusqu'à 1%, puis j'ai rechargé. C'est les courbes qu'on a vues tout à l'heure. Pour interpréter les courbes et les différents calculs, il faut prendre en compte les watts-heure. Donc à la première décharge, j'ai eu une décharge de 1225 Wh, je le disais dans la vidéo. J'ai pas tout filmé, donc j'ai filmé au début, puis j'ai noté sur les papiers. Et par rapport à la capacité qui était censée sortir la batterie, donc les 98,2% que j'aurais dû sortir d'énergie, j'ai eu un rendement de 97,6%. C'est-à-dire qu'elle a perdu de l'énergie toute seule, cette batterie, eu égard notamment aux chutes de tension. Pour la recharger, il a fallu que j'ajoute à la batterie 1333 Wh pour retourner à l'état de 100%. Donc j'ai rajouté les 1225 Wh qu'on a enlevés avant, plus les pertes, forcément, les pertes qu'il faut pour compenser. Donc là, ces deux cas-là, c'est en charge et en décharge lente, donc avec des courants entre 20 et 30 ampères à peu près. Pas si lent que ça, mais globalement, c'est lent. On a un rendement de 94% qui est moins bon, mais qui est quand même très correct. Ce n'est pas ce rendement-là qu'on prend pour régler le BMS, c'est un autre qu'on verra plus tard. Lorsqu'on a déchargé de manière rapide la batterie, donc à 86 ampères, on a pu restituer que 1205 Wh avec un rendement de 95,1%, un petit peu moins que les 97 de tout à l'heure. Puis en la rechargeant, il a fallu que je lui mette 1339 Wh pour la recharger avec un rendement de 94,6%. Recharge encore un peu plus rapide, un peu moins de pertes parce que le délai était plus court. Les pertes ont été moins longues. Si on prend en compte le rendement de l'onduleur et du chargeur, je ne sais pas quel onduleur-chargeur vous avez chez vous, quel système, mais en prenant en compte le mien, on se rend compte qu'à la première décharge, on n'avait plus que 1020 Wh d'utilisable dans la batterie, avec un rendement global de 81%, le rendement onduleur plus batterie. Au moment de la recharge, il a fallu que j'ajoute 1616 Wh de l'énergie qu'il fallait qu'il vienne de quelque part. Le rendement chargeur-batterie est tombé à 77%. Donc là, ça prend en compte notamment lorsqu'on a des panneaux solaires et des dimensionnements à faire sur la production d'énergie. Ensuite, lorsque je l'ai déchargé de manière rapide, je n'ai pu restituer que 884 Wh avec un rendement donc de 69%, plus faible. La recharge rapide, il a fallu que j'ajoute 1725 Wh avec un rendement de 73%. Donc on voit qu'il n'y a pas que la batterie qui compte. C'est un peu un aparté. Si je m'intéresse maintenant aux différents rendements de charge et de décharge, lorsqu'on prend en compte uniquement les ampères-heure, donc là je n'ai pas fait de courbe pour ça, mais j'ai mes tableaux, la différence entre les ampères-heure qui sortent et les ampères-heure qui rentrent, on est à 99%, c'est-à-dire qu'il y en a très peu de perdus au niveau de la charge, en tant qu'ampère-heure. Donc le contrôleur batterie, lui, c'est ça qui va voir, les ampères-heure, c'est pas vraiment les watts-heure, c'est les ampères-heure. Donc en termes d'ampères-heure, son rendement est de 99%. Pour rentrer autant d'ampères-heure, il faut que la tension monte, et donc on a des pertes en watts-heure du coup. Et donc le rendement watts-heure est inférieur à 94%. On l'a vu tout à l'heure. C'est une moyenne ça. Donc c'est-à-dire que le contrôleur batterie, il faut le régler à 99. J'en ai parlé aussi un petit peu avant dans la vidéo. Lorsqu'on décharge la batterie, on se retrouve avec un rendement de 98% en termes d'ampères-heure et de 96% en termes de watts-heure. Ça va plutôt jouer sur le coefficient de Peukert. Il faudrait ajuster le coefficient de Peukert en conséquence, qui serait très très proche de 1 de toute façon. Mais moi j'aurais tendance à le laisser à 1. On sait qu'il y a une perte en décharge et sera rattrapée à chaque synchronisation de contrôleur batterie. Les points positifs et les points négatifs de cette batterie. Donc ça, c'est un peu la partie un peu attendue. En positif, le rendement, que je trouve quand même excellent. Le poids, elle fait 11 kg, elle est légère, elle peut osciller entre 11 et 14, suivant le fabricant en fait, suivant la marque, suivant la taille du BMS, suivant tout un tas de choses. Mais ce type de batterie, vous l'aurez entre 11 et 14 kg. C'est intéressant, peut mieux faire, mais c'est intéressant. Le cyclage, parce qu'elles sont quand même données pour beaucoup de cycles, c'est bien. Et la stabilité, j'explique. La stabilité pour moi, non seulement c'est la tension stable, effectivement, très bien, mais c'est encore et surtout
le fait qu'elle soit stable dans le temps, c'est-à-dire qu'elle ait très peu d'autodécharge. J'ai fait une mesure sur plusieurs semaines, j'ai eu très peu de perte de tension. Je referai une décharge plus tard et je verrai s'il y a vraiment quelque chose de significatif et je vous le mettrai dans l'espace communauté ou dans les commentaires, dans la description. Au niveau stabilité, j'entends par là, si on la stocke longtemps, on se retrouve avec une batterie qui est encore en très bon état derrière. Ce qui n'est pas le cas par exemple du plomb. Plomb que j'aime beaucoup, mais qui a justement cet inconvénient-là, c'est que quand on le stocke, il a tendance à avoir un problème d'homogénéité d'acide et ainsi de suite. Donc là, on n'a pas ce problème-là. Les points négatifs maintenant. Alors pour les points négatifs, on a le prix élevé, malgré que cette marque-là ne soit pas très chère. Globalement sur ces technologies, le prix est élevé, et là il est quand même. Les pertes du BMS, donc BMS et les câbles internes, je considère que c'est un point noir quand même, ça fait quand même pas mal de pertes. Le risque de blackout, il y en a un aussi bien en charge qu'en décharge, et sa taille, elle est un peu trop grande, la batterie, je l'avais dit déjà, les éléments sont beaucoup plus petits dedans, donc on aurait pu gagner un petit peu en gardant 1 cm ou 2 de sécurité à l'intérieur avec les mousses de maintien. On aurait pu faire mieux, et il y a un autre point négatif que j'ai pas mis là, mais je le dirai oralement. Les batteries lithium fer phosphate supportent assez mal les températures négatives, en dessous de 0 degré. Pas pour le stockage, hein, pour l'usage, charge-décharge. Et supportent assez mal les températures très élevées. Alors, de l'ordre de 50 degrés, hein, quand même, faut monter un peu. Mais on a vu dans les tests qu'on montait assez facilement à 30 degrés, hein, dès qu'on avait une sollicitation forte. Donc il suffit qu'on fasse plusieurs cycles d'affilée, et la batterie peut monter à 50 degrés, donc s'abîmer fortement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que lorsque la batterie est froide, si on la charge-décharge, on perd de la capacité, on abîme durablement la capacité. Et si on la charge à 100% et que la température monte, on perd aussi de la capacité à vie. Donc c'est un usage de batterie qu'on va verrouiller entre 20 et 80% de préférence. Ça réduit un peu l'usage de la batterie. Et on va éviter les températures trop froides. C'est pour ça qu'il y a un modèle auto-heat qui se réchauffe quand on la charge. Voilà, ça fait partie des inconvénients, il faut y penser lors de l'usage. Alors j'ai pris soin de mettre tous les modèles de batteries proposés par PowerQueen dans un tableau pour les comparer. C'était quand même plus simple pour moi pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors je vous les ai classés par tension et par capacité, pas forcément par prix. Dans la première colonne, c'est la tension d'usage. Alors eux, ils différencient le 12 et le 12,8 volts. Mais bon, en réalité, le 12 volts en plomb, c'est déjà 12,6. Donc bon, voilà, 12,8, on précise. La batterie que j'ai testée, c'est la deuxième, la 100 Ah, qui a 1152 kWh utile. Alors je précise utile, je pars du principe qu'on les décharge qu'à 90%. Ça permet d'avoir toute la même base de comparaison. Il y en a un peu plus à l'intérieur, mais en fonction de votre usage, de toute façon, vous allez perdre 10% quelque part. Le prix de la batterie TTC en euros. Alors les prix sur le site, si vous sélectionnez en dollars ou si vous sélectionnez en euros, il y a presque 50% d'écart. Les 50% sont en partie expliqués par le fait que si vous êtes américain et que vous achetez en dollars, vous achetez sans TVA en dehors de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, on facture de la TVA. Donc il y a 20% de TVA, et puis les frais de port sont offerts avec la TVA dedans. Donc après, ça n'explique pas toute la différence de prix, mais bon, c'est comme ça. Vous pouvez les trouver aussi sur Amazon, ces batteries, exactement au même prix. Là, je me suis permis de mettre le prix au kilowattheure dans la dernière colonne, c'est ce qui me paraît être le plus intéressant pour comparer avec d'autres technologies de batterie. On voit que le prix oscille entre 373 € et 521. C'est un prix correct. C'est un peu supérieur aux batteries tubulaires et c'est quand même inférieur aux batteries lithium. Chez Victron, j'ai regardé avec différentes batteries, mais globalement, on est entre 881 et 911 € du kilowattheure. Les batteries gel sont à 273 € le kilowattheure. Les batteries tubulaires, en moyenne, sont à 350 €. C'est une moyenne. Là, l'objet, c'était pas trop de comparer avec le plomb, mais surtout avec d'autres lithium. Et les batteries Pilontech, en US 2000 ou US 3000, on est entre 500 et 700 €, entre 400 et 700 € le kilowattheure, suivant qu'on prenne la 2000 ou la 3000. Dans certains cas, en tout cas dans pas mal de cas, la batterie PowerQueen va être moins chère. Mais ce n'est pas le cas de toutes les références. Moi, je conseille d'utiliser en 12 volts le modèle 200 Ah et 240 Ah. Qui ont un BMS un peu plus petit en ampères, mais en autonomie, on utilise rarement la puissance maximale. Et comme on a vu dans les tests, vaut mieux utiliser moins de courant que ce qui est marqué sur la notice pour la sécurité de la batterie. Donc on se retrouve avec un kWh aux alentours de 390 €. Pour le 24 volts, il y a une batterie 100 Ah qui est à 412 €. Alors bien entendu, vous pouvez aussi assembler plusieurs batteries de 12 volts. Ça fait exactement pareil. C'est une histoire de place. Il vaut mieux avoir un BMS plutôt que plusieurs, mais bon,
Chacun fait comme il a envie. Et les batteries 48 volts, alors eux, ils ont distingué 48 et 51,5. Je n'ai pas trouvé d'explication dans leur notice. A priori, c'est du lithium fer phosphate, les deux, donc ça devrait être la même tension. Là, ils ne précisent pas. Donc, je suis parti du principe que c'était réellement 48 volts et réellement 51,5. Je n'ai pas l'info. Dans ce cas-là, c'est la 51,5 évidemment qui a le plus de capacité. Et avec un prix globalement correct. Ça peut être intéressant de prendre celle-là pour une histoire de place, vu que ce sont des racks 19 pouces. Voilà pour les comparaisons. Alors, quelle conclusion on peut avoir? Moi, ce que j'en dis, c'est que les performances sont bonnes par rapport à ce que moi je m'attendais de la batterie. Par rapport à ce qui est écrit sur la notice, je trouve qu'ils sont assez optimistes. J'aurais tendance à ne pas décharger ou charger la batterie à plus de 50% de sa capacité par heure, c'est-à-dire à 50 ampères. C'est déjà beaucoup. C'est ce qui est recommandé sur beaucoup d'autres batteries. Et d'une manière générale, à 20%, c'est déjà bien aussi. Quand on va trop vite sur une batterie, on a toujours des soucis. À l'intérieur, les sections de câbles sont quand même un peu faibles. Il y a quand même pas mal de chutes de tension. 0,1, 0,2 volts suivant le courant. Ça commence à faire, parce que c'est une chute de tension qui n'est pas liée aux cellules. C'est vraiment le câblage, l'électronique, les jonctions. Donc c'est un petit peu dommage si on veut vraiment l'exploiter à ce courant-là. Il y a une chute de tension. Mais bon, ponctuellement, elle supportera très bien 100 ampères. On met une cafetière, on fait son café, quoi. A priori, elle n'a pas une grosse perte en termes de fort courant. Ça fait assez bien le job. Le fait qu'elle ait un BMS interne et non communicant, moi, ça m'embête un peu pour la plupart des systèmes qu'on embarque, que ce soit dans un camping-car ou sur l'autonomie, parce qu'on ne peut pas communiquer avec l'onduleur, avec les différents régulateurs. Donc ça nous oblige quand même à mettre des seuils de coupure spécifiques. Ça marche, hein, ça fonctionne comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de communication, on a un risque de blackout, et le blackout peut créer des problèmes, peut cramer un régulateur solaire ou un onduleur. Donc ça, c'est le cas de à peu près toutes les batteries lithium qui ont un BMS, ce sera toujours comme ça. Tant qu'il n'y a pas de communication efficace entre les deux, il y aura toujours un risque. C'est le principe de la carte électronique qui protège les cellules en priorité. Pour ce qui est de l'installer dans un camping-car avec un séparateur batterie standard et des seuils de tension standard, ça peut être compatible, ça ne le sera pas nécessairement à chaque fois, à cause de la tension haute et de la tension basse de déconnexion. Alors pour la tension basse et la tension haute, je ne m'inquiète pas pour la batterie elle-même parce qu'elle va se déconnecter, mais ça va créer tension flottante sur le système si la batterie se déconnecte, mais que le séparateur batterie ne s'est pas déconnecté par exemple. Donc le mieux, c'est de vérifier que votre alternateur de véhicule charge bien à une tension inférieure à 14,4. Mais la plupart du temps, ils montent quasiment à 15 volts, les régulateurs. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut utiliser un séparateur batterie électronique, c'est-à-dire c'est un appareil qui est un chargeur de batterie et qui prend une tension variable sur la batterie plomb et stabilise à une tension qu'on a choisie compatible avec cette batterie-là, c'est-à-dire 12,2 maxi, il ne faut pas trop dépasser, puisque de toute façon, on perd de l'énergie après en équilibrant les cellules. Donc 12,2 c'est pas mal, mais c'est compatible à ce niveau-là. Le fait qu'on puisse les mettre en parallèle, en série, c'est très bien. C'est vrai que c'est évolutif en termes de prix, mais moi je conseille de prendre directement une 200 Ah plutôt que prendre deux 200 Ah. Ça n'a pas trop de sens, d'autant qu'à l'intérieur ce sera la même chose en fait. C'est une histoire de prix, mais même de BMS. Le BMS, il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un plutôt qu'une multitude, mais ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Pour ce qui est de hybrider, c'est-à-dire de mettre en parallèle une batterie plomb et une batterie lithium, alors c'est possible, sauf que si on met une batterie liquide en parallèle de celle-ci, on sera obligé de respecter les paramètres de la batterie lithium. Donc la batterie liquide ne sera jamais vraiment chargée jusqu'au bout. Donc on peut le faire, mais de temps en temps, il faudra séparer les deux batteries pour charger séparément la batterie liquide. Plomb. Mais par contre, une batterie AGM ou une batterie gel sera tout à fait compatible en termes de seuil de tension, tout en sachant que cette batterie-là pourra se déconnecter. Et au moment où elle se déconnecte, l'autre batterie prend toute la puissance dans la gueule. Et il faut aussi que les paramètres de l'onduleur soient compatibles. Mais il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que ça va faire comme avantage? Ça peut avoir un avantage sur le coût, un avantage sur les impulsions de courant, vu que la batterie lithium va supporter un plus fort courant avec une chute de tension très faible, c'est elle qui va prendre tous les à-coups. Et dès qu'on va décharger sur la durée, ça va prendre sur les deux batteries. C'est le principal intérêt, c'est économique. Sinon, la batterie est un petit peu grosse par rapport à ce que j'aurais aimé, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Certes, c'est anti-choc, mais on pouvait au moins la réduire de 8 cm comme ça et 1,5 cm en épaisseur et même en hauteur un petit peu. Il y a beaucoup de fabricants qui font la même batterie. Franchement, je pense que c'est la même. Je veux pas dire du mal, mais je pense que c'est la même, à des prix différents. Bon, moi, j'ai testé celle-là, j'en suis content.
A priori, si les autres fabricants utilisent le même genre de cellules, il n'y a pas de raison que ça marche mal. C'est un peu le principe, hein, si vous voulez, c'est une usine qui fabrique en Chine, qui a une enseigne en Europe et qui vend sous un nom et qui contacte des influenceurs, youtubeurs pour vendre leurs produits. Ça marche pas. Moi, je décide de dire ce que je pense du produit. Je pense pas que ça aille à l'encontre de la marque. J'aurais vraiment aimé qu'ils m'envoient une 48 volts 100 ampères parce que je l'aurais testé un petit peu plus. Ça aurait été orienté sur mon métier, quoi. Parce que là, 100 ampères 12 volts, c'est le genre de produit que je mets quasiment jamais, quoi. Je mets jamais ces batteries-là. Là, je vais l'avoir, c'est bien, elle va me servir pour de l'éclairage en festival, peut-être. Ce sera peut-être une fonction première pour moi. Mais c'est vrai qu'une 48 volts 100 ampères, j'aurais pu la mettre directement sur un onduleur 4000 watts et faire le taf, quoi. Il y a les sérieux, quoi. Et voir si c'est cohérent d'utiliser ce genre de batterie plutôt que de la Piontech, vu qu'elles sont moins chères. Mais je n'ai pas eu cette information. Peut-être qu'ils me l'enverront un jour si le partenariat fonctionne et qu'ils m'en envoient un autre. Donc voilà pour cette batterie. Alors prochain épisode, ce sera sur les batteries Winston qui sont derrière, là, les jaunes. À bientôt.